Lorsqu'il rentre chez lui ce 3 novembre 1993, dans l'appartement qu'il partage avec sa petite amie Samantha, Conrad sent tout de suite que quelque chose cloche. Il y a une tache dans l'entrée et des vêtements sont éparpillés dans le salon. Il finit par voir qu'une jambe dépasse dessous l'un des vêtements. Le photographe de la police qui viendra un petit peu plus tard mettre la scène de crime sur pellicule sera tellement choqué par la cruauté de celle-ci qu'il se dit qu'il a eu besoin de se mettre en congé maladie pendant 2 ans après ça. Voilà un avant-goût de l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit encore d'un tueur en série, cette fois-ci en Angleterre. C'est une affaire assez lourde, assez longue, avec pas mal de détails et de rebondissements, ce qui la rend d'autant plus intéressante. Moi, c'est Nelly, je fais des vidéos true crime, j'en fais 2 par mois, un week-end sur 2. Si vous aimez déjà l'ambiance qui règne ici et que vous pensez que mon contenu est susceptible de vous intéresser, je vous suggère de vous abonner. Vous pouvez aussi lâcher le pouce par avance si vous êtes déjà convaincu. Disclaimer habituel, ceci est une vidéo true crime. Il y aura donc des mentions de violence, de mort. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ceci, je vous suggère d'aller regarder autre chose. Les autres, par contre, vous allez me suivre puisque juste après le générique, nous attaquons l'affaire. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui commence dans le sud-est de Londres, à Plumstead. C'est un joli quartier vallonné au bord de la Tamise, le fleuve qui traverse la capitale anglaise. Il y a de très nombreux espaces verts appelés là-bas des commons. Je vous introduis déjà à ce mot parce qu'il va revenir assez souvent dans la vidéo. Beaucoup de familles ont choisi de vivre là-bas, attirées par les nombreux endroits où les enfants peuvent donc jouer à l'air libre, ainsi que par les prix relativement modérés comparé à d'autres endroits de Londres. Plumstead est donc un quartier familial, très calme, avec un taux de criminalité assez bas. Cependant, pendant la première moitié des années 90, Plumstead et ses environs vont être frappés par une vague d'agressions sexuelles survenant principalement en pleine journée, à l'extérieur, donc dans les parcs et les espaces verts, mais aussi à l'intérieur des habitations. Les agressions ont lieu dans un périmètre qui s'appelle la Green Chain Walk. C'est un circuit pédestre de 64 km qui va au travers des espaces verts et des bois de cette zone du sud-est de Londres. Les enquêteurs distinguent 2 types d'attaques. Celle en extérieur semble ne pas être préparée. Elle semble plutôt se produire sous le coup d'une pulsion. Par contre, les agressions qui ont lieu à l'intérieur des habitations semblent avoir été soigneusement préparées, avec beaucoup de repérage, de voyeurisme. Les cibles sont toujours les mêmes, de jeunes mères accompagnées de leurs enfants en bas âge. Les enquêteurs pensent avoir affaire à un sadique qui prend du plaisir à voir la peur dans les yeux de l'enfant alors qu'il voit ce qu'il est en train de faire subir à sa mère. Et d'un point de vue strictement organisationnel ou stratégique si vous voulez, s'en prendre à des mères de famille en présence de leur enfant, ça donne un ascendant supplémentaire au tueur. Il s'assure par là que la femme qui l'agresse va plus facilement se soumettre à ses volontés dans l'espoir de protéger, d'épargner son enfant. Le temps passant et les agressions à Plumstead et aux alentours de la Green Chain Walk se multipliant, les victimes vont rapporter que le tueur a un couteau sur lui, ce qui n'était pas le cas dans les premières agressions. Ça laisse à penser qu'il est en train d'escalader dans la violence. Il est rapporté que lors d'une des attaques, l'auteur a agressé une femme à l'étage de sa maison alors que ses enfants étaient en train de prendre le petit déjeuner en bas. Et lorsqu'il est parti, il lui aurait dit « La prochaine fois, fermez votre porte ». C'est clairement une manière de blâmer la victime, de faire comme si l'agression n'aurait pas eu lieu si elle avait été plus prudente. Mais ça donne aussi un petit éclairage sur l'état d'esprit de ce criminel qui, a priori, ne pense pas forcément faire quelque chose de mal. Il se permet même de donner des conseils bienveillants. La police a bien compris qu'un violeur en série opérait
à Plumstead qu'il était temps de l'interpeller. Et pour cela, ils interrogent de nombreux suspects qui malheureusement vont tous être écartés un à un. Tous écartés un à un, à tort ou à raison, ça on le verra par la suite. Malheureusement, un événement dépassant en horreur les crimes déjà atroces commis dans la Green Chain Walk va se produire un petit peu plus loin. Ça va se passer à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Plumstead, à Wimbledon, un quartier huppé de Londres connu pour son tournoi de tennis. Le matin du 15 juillet 1992, Rachel Nickel, une jeune femme de 23 ans habitant Wimbledon, est en train de promener son chien à Wimbledon Common, donc un espace vert du quartier, en compagnie d'Alex, son petit garçon de 2 ans. Alors qu'elle traverse un endroit un petit peu isolé, un homme qui était caché dans les feuillages va surgir, sauter sur elle et l'agresser. Il va lui asséner 49 coups de couteau au torse et au cou, avant de l'abuser physiquement, puis de déguerpir, la laissant comme ça sur les lieux. Un petit peu plus tard, un passant tombera sur Alex, le petit garçon de 2 ans, auprès du corps de sa mère, en train de la secouer, en disant « Réveille-toi maman, réveille-toi ». L'opinion publique va être extrêmement choquée par ce meurtre horrible, surtout parce qu'il a eu lieu en plein jour, à l'extérieur et devant les yeux d'un petit garçon. La police ressent alors un besoin urgent de trouver le coupable, ce qui en soi est une très bonne chose, sauf que parfois, lorsqu'elle est trop motivée à donner une bonne image d'elle-même et à se débarrasser d'une affaire, ça peut entraîner des problèmes et c'est ce qui va se passer. Parmi les 32 suspects interrogés, l'un d'eux va faire figure de coupable idéal. Il s'appelle Colin Stagg, il a 29 ans et il est originaire de Roehampton, c'est situé juste au nord de Wimbledon et il a l'habitude de promener son chien dans le Wimbledon Common, à l'endroit où a été tuée Rachel Nickel. C'est un jeune homme très introverti, très solitaire, encore vierge à 29 ans et rien que ça va suffire pour qu'il apparaisse aux yeux de la police et des médias comme un mec bizarre. Cependant, aucune preuve matérielle ne le relie à la scène de crime. Mais vous l'avez bien compris, la police est déterminée à clore cette affaire au plus vite. Ils vont alors faire appel à un psychologue spécialiste en analyse de scènes de crime qui va tenter d'établir le profil de l'auteur en analysant tous les indices laissés sur place. C'est ce qu'on appelle du profiling et c'est une discipline qui a été créée aux États-Unis, qui vient d'arriver en Angleterre à l'époque et qui a le vent en poupe. Mais ce sont les tout débuts. En effet, il faut toujours faire plus ou moins attention avec ce genre d'analyse de scènes de crime avec des psychologues, etc. Puisqu'il faut s'assurer quand même qu'il s'agit bien d'analyser des éléments concrets pour en tirer un profil et pas de faire parler les éléments dans le sens qui nous arrange pour avoir un profil qui correspond à notre suspect. C'est peut-être pour ça qu'au tribunal, il ne suffit pas d'apporter ce genre d'analyse, il y a besoin de preuves matérielles. Bref, vous aurez compris que le profil criminel déduit par Paul Britton va correspondre en tout point à Colin Stagg. Et les policiers vont aller encore plus loin afin d'être sûrs de boucler l'affaire. Afin d'impliquer Colin Stagg pour de bon, la police va mettre en place une opération sous couverture dans laquelle une femme policier va se faire passer pour une certaine Lizzie James et entamer une relation sentimentale avec Colin Stagg, essentiellement au travers de correspondances érotiques. Vous aurez compris que le but est de lui arracher des aveux ou tout du moins de lui faire tenir des propos incriminants. Cette opération sous couverture va aller hyper loin. La policière infiltrée va aller jusqu'à avouer à Colin Stagg un meurtre, évidemment imaginaire, qu'elle aurait commis, afin de le pousser, lui, à avouer celui dont on le soupçonne, c'est-à-dire le meurtre de Rachel Nickel. Il n'avouera absolument rien, mais au travers de leurs échanges un peu érotiques, il va confesser des fantasmes un petit peu violents, ce qu'on va utiliser contre lui. Et la police l'inculpera, estimant qu'il a livré des détails de la scène de crime que seul l'auteur pouvait connaître.
Et pendant ce temps-là, la vague de crimes sexuels qui sévissait à Plumstead, donc à une trentaine de kilomètres de là, se poursuivait et était sur le point de culminer dans l'horreur. Le 3 novembre 1993, Conrad Elam rentre chez lui après une journée de travail dans l'appartement de Plumstead qu'il occupe avec sa petite amie Samantha Bissett, ainsi qu'avec la fille de celle-ci, Jasmine. En entrant, il réalise tout de suite que quelque chose cloche, il y a une tache dans l'entrée et des vêtements sont éparpillés dans le salon. Au départ, il imagine qu'il s'agit d'un cambriolage, mais en regardant un petit peu de plus près, il finit par apercevoir une jambe qui dépasse de sous un vêtement. Il comprend qu'il s'agit du corps de Samantha, alors il se précipite à l'étage pour vérifier que Jasmine va bien. Elle est dans son lit, sous son édredon, sans vie. Samantha Bissett était une très belle jeune femme blonde et élancée de 27 ans, mère de la petite Jasmine, mais elle n'était plus avec le père. Elle vivait maintenant avec Conrad Elam donc, dans cet appartement de Plumstead en bordure de Wynns Common, un espace vert où la petite Jasmine jouait très régulièrement, où sa maman l'emmenait très régulièrement jouer. Samantha était une femme indépendante avec un fort caractère, une féministe même, dira son petit ami, qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. C'était également une mère dévouée qui aurait tout fait pour protéger sa fille. Les enquêteurs vont constater que Samantha Bissett a été poignardée à de multiples reprises et qu'on a abusé d'elle. Elle est morte rapidement et son corps a été traîné dans le salon, puis dissimulé sous des vêtements. Le corps de Samantha porte des traces d'acharnement au couteau. Il est rapporté que la scène de crime était tellement affreuse que le policier qui était en charge d'en prendre des photos a eu besoin d'un arrêt maladie de 2 ans pour s'en remettre. La petite Jasmine, de 4 ans, a, elle, été abusée, puis étouffée et laissée dans son lit. Il y a quelque chose dans ce double meurtre d'une très grande cruauté qui va sauter aux yeux des enquêteurs. Pour eux, il ne peut pas s'agir d'un acte isolé et pas non plus d'un premier passage à l'acte, parce qu'un tel déchaînement de violence et de cruauté a forcément été précédé d'une progression dans l'horreur jusqu'à l'explosion finale. Conrad, le petit ami de Samantha, va rapporter qu'elle lui avait dit un soir avoir vu une tête à la fenêtre, avoir vu un homme en train de l'observer depuis un petit sentier juste à l'extérieur de leur maison. Malheureusement, il n'avait pas prêté plus d'attention que ça à cette déclaration. Une découverte sordide va être faite lors de l'autopsie. Il manque une partie de l'estomac de Samantha Bissett, une partie qui ne sera jamais retrouvée. S'agit-il de cannibalisme ou bien d'un trophée? Des experts vont expliquer que les criminels de type organisé vont avoir tendance à emporter avec eux des objets pour pouvoir se remémorer leurs crimes après coup. Mais quand il s'agit de gens atteints de lourds troubles psychiatriques, ce ne sont pas des objets qu'ils vont avoir tendance à emporter, ce sont carrément des morceaux de corps. Ils ont donc peut-être affaire à un criminel particulièrement malsain et très atteint psychiatriquement. Tout laisse à penser que ce prédateur particulièrement vicieux et cruel est en lien avec la série de viols qui terrorise le sud-est de Londres depuis quelques années déjà. Et ils vont peut-être se rapprocher de lui grâce à des empreintes retrouvées chez Samantha. Celles-ci correspondent à un individu déjà présent dans les fichiers de la police, un certain Robert Napper. Robert Napper est né en 1966 dans le sud-est de Londres et il a grandi à Abbey Wood, un quartier jouxtant Plumstead. Son père était un instructeur de conduite alcoolique et violent qui frappait sa mère et Robert a été témoin de ces violences. Ses parents vont divorcer alors qu'il a 9 ans et lui ainsi que sa sœur et ses 2 frères vont être placés en foyer et suivis psychiatriquement. Robert va être diagnostiqué autiste Asperger. Il éprouve en grandissant beaucoup de difficultés à nouer des liens d'amitié avec les autres enfants.
Ceux-ci essayent de l'intégrer dans leur groupe, mais ça ne fonctionne pas. Robert va plus ou moins de lui-même s'éloigner à chaque fois au bout de quelques temps. Et ça provoque en lui beaucoup de frustration. À force de rester isolé comme ça, il va devenir le mec bizarre et subir mauvaises blagues et moqueries. De plus, il cache un terrible secret qui rend encore plus difficile toute tentative de connexion avec autrui. Lorsqu'il avait 12 ans, il a été abusé par un ami de la famille qui l'avait emmené en vacances au camping. C'était quelqu'un en qui il avait confiance et qui a trahi cette confiance. Des experts vont expliquer que le fait d'avoir de l'autisme rend encore plus compliqué la gestion d'une telle épreuve. En effet, ils expliquent que la personne atteinte d'autisme va avoir tendance à prendre cette agression de manière plus personnelle, comme si ça le désignait vraiment personnellement et que ça allait peut-être recommencer. Il va se victimiser et imaginer qu'à tout moment, il peut de nouveau subir une telle atrocité. Il va donc chercher à se protéger à tout prix et rester encore plus seul, à se renfermer encore plus pour éviter que ça se reproduise. Il va complètement tomber dans la paranoïa et sera même diagnostiqué schizophrène paranoïaque un peu plus tard. À la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, il commence à tenir des propos délirants, expliquant avoir été enlevé par l'IRA, que cette organisation criminelle lui aurait coupé un doigt, mais qui depuis aurait magiquement repoussé. Il raconte aussi connaître personnellement la reine d'Angleterre. Une fois adulte, il sera plusieurs fois arrêté par la police pour possession d'armes, vol à l'étalage et pour s'être fait passer pour un policier. Et c'est pour cela qu'il figure dans les fichiers de la police, ce qui permettra de relier ses empreintes à celles retrouvées sur la scène de crime chez Jasmine et Samantha Bissett. Au moment de son arrestation, c'est un ouvrier de 27 ans qui travaille dans une usine de traitement du plastique et qui ne rencontre pas de problème à son travail. Il est considéré comme un bon employé et d'anciens collègues à lui diront même qu'il lui arrivait souvent de raccompagner des collègues féminines lorsqu'elles avaient besoin de rejoindre High Street, qui est la rue principale de Plumstead et qui est aussi celle où lui-même habite. Parce que le chemin entre l'usine et cette rue était particulièrement glauque de nuit et donc il les accompagnait. Et les collègues en question n'ont jamais eu à se plaindre de son comportement. À cette époque, Robert est très isolé, il vit reclus dans son appartement de High Street. Il n'a plus de contact avec son père et plus non plus avec sa mère car il ne s'entend pas du tout avec le nouveau compagnon de celle-ci. Robert Napper avait déjà été arrêté par la police en 1992 pour des faits qui auraient pu faire penser qu'il avait quelque chose à voir avec la série de viols à Plumstead, car il a été arrêté pour voyeurisme. Mais il avait été très vite écarté de la liste des suspects potentiels en raison de sa taille. En effet, il était beaucoup plus grand, près d'1,90 m, que ce qui avait été décrit par pas mal de victimes. Il aura tout de même reçu par la suite 2 convocations au commissariat afin d'effectuer des prélèvements dans le cadre de cette enquête, mais il ne s'y sera jamais rendu. En mai 1994, suite à la découverte de ses empreintes ensanglantées chez Samantha et Jasmine Bissett, Robert Napper est arrêté. Son appartement de High Street va être perquisitionné. Celui-ci est constitué d'une seule pièce, très propre et bien rangée. Les enquêteurs vont là-bas mettre la main sur un objet très intéressant pour leur enquête. Il s'agit d'une boîte à outils en métal rouge contenant des couteaux, ainsi que des dessins, gribouillages, des plans et des cartes annotées. Les enquêteurs, en étudiant ces plans et cartes portant des annotations, vont découvrir avec stupeur que la plupart des points notés correspondent à des lieux où ont eu lieu des viols. D'autres marques manuscrites sur ces fameuses cartes et plans correspondent à des endroits d'où Robert Napper espionnait des victimes, et certaines sont en l'occurrence des victimes qui ont par la suite porté plainte pour viol. Les policiers sont alors quasiment sûrs d'avoir enfin mis la main sur le violeur en série de la Green Chain Walk ainsi que sur l'auteur du double meurtre de Samantha Bissett et Jasmine Bissett. Ils découvrent que Robert Napper a commis son premier viol en 1989 dans une maison bordant Plumstead Common.
Après l'agression, il a paniqué, il est rentré chez lui et il a tout avoué à sa mère. Celle-ci a assez rapidement prévenu la police, leur a tout raconté. Malheureusement, elle a signalé que le viol avait eu lieu dans le quartier de Plumstead Common, alors que les policiers, eux, avaient noté un viol à Wins Common. Donc lorsqu'ils ont fait des recherches pour retrouver le viol signalé par cette mère, ils n'ont rien trouvé. Décidément pas mal d'erreurs dans cette enquête quand même. Il s'est alors passé quelque chose qui arrive régulièrement dans le début du parcours criminel de pas mal de tueurs en série. En réalisant qu'il avait pu commettre un passage à l'acte sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, Robert Napper a pu ressentir une sorte de sensation de toute puissance, d'impunité, l'incitant à recommencer en allant toujours plus loin dans l'horreur. Il commettra alors des dizaines de viols dans les parcs et espaces verts de Plumstead et des quartiers alentours, ciblant toujours des jeunes mères accompagnées de leurs enfants, celles-ci étant plus vulnérables et prêtes à se soumettre à ses demandes dans l'espoir de protéger l'enfant. Les psychologues vont en outre déceler chez lui une part de sadisme qui explique qu'il prenait certainement du plaisir à voir l'horreur dans les yeux de l'enfant qui est témoin de l'agression subie par sa mère. Lors des premières agressions, il n'était pas armé, puis il a commencé à utiliser des couteaux. Ceci faisait probablement office de représentation phallique, Napper n'arrivant pas à ses fins sexuellement. Cela le frustrait et il s'acharnait alors au couteau, phallus de substitution, sur la victime. Des témoins dans l'affaire du double meurtre de Samantha et Jasmine Bissett vont rapporter qu'ils ont entendu, au moment du crime, deux voix distinctes de deux personnes différentes en train de plus ou moins s'engueuler avec des mots comme « leave it, laisse-le » ou « laisse-la » puisque c'est « it ». Et on apprendra par la suite qu'il n'y avait pas deux personnes. Il s'agissait en fait de Robert Napper qui était en train de s'engueuler lui-même. Toutes ces agressions ainsi que la phase préparatoire que celle-ci nécessitait, comme le voyeurisme, avaient pris une part tellement importante dans la vie de Robert Napper que les enquêteurs en viennent à se demander s'il n'avait pas fait exprès de prendre un métier manuel largement en dessous de ses compétences intellectuelles, uniquement dans le but d'avoir plus de temps libre pour pouvoir s'adonner à ses méfaits. En octobre 1995, Robert Napper est jugé pour le double meurtre de Samantha Bissett et Jasmine Bissett, ainsi que pour 2 viols et 2 tentatives de viol. Il va plaider coupable avec responsabilité diminuée. Il est alors envoyé dans l'établissement psychiatrique de Broadmoor pour une durée indéterminée. Pendant ce temps, les enquêteurs de Wimbledon continuent évidemment à tenter d'élucider l'horrible meurtre de Rachel Nickel. Dans un premier temps, Robert Napper n'avait pas du tout été envisagé comme auteur potentiel compte tenu de l'éloignement géographique. Mais en étudiant les cartes et plans retrouvés chez lui dans la mallette rouge, ils vont réaliser qu'il a bel et bien annoté un endroit très proche de Wimbledon. Les enquêteurs vont alors l'interroger dans le cadre de l'affaire Rachel Nickel alors qu'il est incarcéré en unité psychiatrique. Mais il va rester totalement muet. Mais 10 ans plus tard, alors que les techniques de recherche sur l'ADN ont énormément évolué, les policiers vont enfin être capables de placer Robert Napper sur les lieux du crime de Rachel Nickel. Ils vont retrouver son ADN sur les vêtements ensanglantés de la jeune femme. Un autre détail troublant va finir par confirmer la culpabilité de celui-ci. Des prélèvements avaient été faits sur le fils de Rachel Nickel qui avait assisté au meurtre de sa mère et de la peinture rouge avait été relevée dans ses cheveux et conservée. Ils vont pouvoir faire le lien entre cette peinture et la mallette de Robert Napper. C'est bien la même peinture. En novembre 2017, Robert Napper est inculpé pour le meurtre de Rachel Nickel. Comme pour le double meurtre des Bissett, il va plaider coupable avec responsabilité diminuée sur la base de ses problèmes psychiatriques. Il est donc renvoyé dans l'unité psychiatrique de l'hôpital de Broadmoor pour une durée indéterminée. Le juge va s'adresser à lui en ces mots « Vous êtes, à tout point de vue, un homme très dangereux ». Le premier suspect dans l'affaire Rachel Nickel
Colin Stagg, est comparu devant la cour en septembre 1994. Le juge va rejeter l'affaire, estimant que les policiers ont fait preuve d'un zèle excessif avec cette opération sous couverture visant à le faire avouer que c'était allé beaucoup trop loin et que ça rendait les éléments qui soi-disant l'incriminaient irrecevables. Colin Stagg aura fait 13 mois de prison pour rien. Lorsque Robert Napper est reconnu coupable du meurtre de Rachel Nickel en 2007, la police britannique va faire des excuses publiques à Colin Stagg. Ils vont plus ou moins rejeter la faute sur le psychologue profiler Paul Britton qui aurait manipulé ses analyses. Colin Stagg sera dédommagé financièrement à hauteur de 850 000 €. Il a depuis tout dépensé et sa vie a été complètement brisée. Paul Britton, le profiler, ne travaille plus avec la police, mais donne aujourd'hui des cours à l'université. La femme policier ayant tenté de faire plonger Colin Stagg a, elle, quitté la police. Elle a même intenté un procès à l'institution policière, estimant qu'ils avaient brisé sa vie avec cette affaire. Et elle a, elle aussi, été dédommagée à hauteur de 150 000 €. Les crimes odieux de Robert Napper, ainsi que son mode opératoire particulièrement vicieux, consistant à cibler de jeunes mères de famille prêtes à tout pour protéger leur enfant, ont terrorisé l'Angleterre. Et il reste un des pires tueurs en série que Londres a connu, étant même parfois surnommé le Jack l'Éventreur moderne. D'autres meurtres pour lesquels il a été un temps suspecté restent irrésolus. Et son implication dans ceux-ci ne pourra jamais être totalement écartée. Parmi eux, il y a le meurtre de Penny Bell, une femme d'affaires ayant été tuée dans sa voiture de 50 coups de couteau le 6 juin 1991 à Londres, ainsi que celui de Alison Shaughnessy, une jeune femme de 21 ans tuée le 3 juin 1991, elle aussi à Londres, et de multiples coups de couteau dans les escaliers de son immeuble. Ces deux sœurs ont été condamnées pour le meurtre, mais la décision a été rejetée en appel et c'est aujourd'hui un cold case. Par ailleurs, Robert Napper a été condamné pour seulement 2 viols et 2 tentatives de meurtre, alors que le Green Chain Walk Rapist en a commis plus de 70. Alors évidemment, il n'en a peut-être pas commis à lui tout seul 70, il est probable qu'il y ait eu un autre violeur dans le coin, mais sans doute qu'une majorité d'entre eux pourrait lui être attribué, mais ce ne sera pas le cas car les preuves matérielles manquent. Une dernière chose, Robert Napper et une de ses victimes, Samantha Bissett, sont nées le même jour, le 25 février 1966. Et il est aussi raconté que leurs empreintes digitales étaient extrêmement proches d'une manière presque surnaturelle, car vous savez bien que 2 empreintes digitales ne peuvent pas être identiques. Les policiers ont même dû s'y reprendre à plusieurs fois avant de distinguer les empreintes de Napper sur la scène de crime de celles de Samantha, tellement elles étaient proches. Ces informations ont donné lieu à des théories, imaginant qu'un lien fort aurait pu exister entre Robert Napper et cette victime en particulier. J'ai fini de vous raconter l'histoire de Robert Napper. Si cette affaire vous a intéressé, je vous suggère de me laisser le petit pouce bleu en l'air parce que ça indiquera à YouTube que mes vidéos sont convenables. Je vous rappelle également que si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous avez 3 possibilités. Vous pouvez me faire un don via Utip. Vous pouvez me laisser un super thanks, c'est le petit cœur qu'il y a à côté des pouces en l'air. Et vous pouvez également souscrire à la chaîne. Vous aurez accès aux vidéos en avant-première. Lorsqu'elles sont prêtes à l'avance, je les mets en ligne en privé. Eh bien, vous y aurez accès. Ce genre de choses. Mais c'est surtout un moyen de me soutenir financièrement si vous n'avez pas Utip. Et ça se fait via le bouton rejoindre qui est à côté du bouton s'abonner. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo True Crime. Ciao!